L'idée est là, brillante, peut-être même révolutionnaire. Le seul problème, le compte en banque, lui, est vide. C'est un grand classique, le point de départ de tellement d'aventures entrepreneuriales. La question c'est comment on fait pour convaincre quelqu'un de financer ce rêve? Et surtout, la question qui fâche, quelle part du gâteau faut-il céder? Allez, on décortique tout ça ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va poser le problème, l'idée, mais zéro capital. Ensuite, on va se pencher sur le jargon indispensable, valorisation, action, tout ça. Puis, on verra les arguments à mettre sur la table pour négocier, comment chacun protège ses billes. Et enfin, super important, on anticipera les risques pour ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. C'est parti. On plonge directement dans le vif du sujet. Ce fameux dilemme, celui qui peut vraiment empêcher de dormir quand on lance son projet. Voilà le scénario typique, n'est-ce pas? Une idée qui semble en or, une énergie de dingue, mais voilà, les poches sont vides. Et la vraie question, ce n'est même pas tant où est-ce qu'on trouve l'argent, mais plutôt à quel prix. C'est ça le nœud du problème. Imaginez un peu la scène. D'un côté, un chef avec une recette secrète absolument géniale. De l'autre, quelqu'un qui est prêt à financer tout le restaurant. On sait que le plat final va être exceptionnel, mais la vraie question c'est comment on se partage les bénéfices? C'est tout l'enjeu là. Ok, maintenant, il faut qu'on parle le même langage. Parce que pour négocier, c'est la base. Et dans ce monde de la finance d'entreprise, il y a quelques termes, quelques concepts qu'il faut absolument avoir en tête. C'est le b.a.-ba. Alors, le premier mot à connaître, et c'est sans doute le plus important, la valorisation pré-monnaie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la valeur qu'on donne au projet avant que l'investisseur ne mette un seul euro sur la table. Cette valeur, elle se base sur quoi? Sur la force de l'idée, sur l'équipe, peut-être un premier prototype. C'est vraiment le chiffre de départ, celui sur lequel toute la discussion va s'appuyer. Ensuite, on a la fameuse dilution. C'est un mot qui fait un peu peur souvent. En gros, c'est simple. Quand un investisseur arrive, on doit créer de nouvelles parts, de nouvelles actions pour lui. Forcément, mécaniquement, le pourcentage du fondateur diminue. C'est mathématique. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif. Il vaut mieux avoir une plus petite part d'un gros gâteau qu'un gâteau entier qui n'a jamais cuit. Posséder 66% d'une boîte qui vaut 150 000 euros, c'est toujours mieux que 100% d'une idée qui reste dans un tiroir. Bon, prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Disons que le projet est valorisé à 100 000 euros. C'est la valo pré-money. Un investisseur arrive et met 50 000 euros sur la table. Hop, la nouvelle valeur de l'entreprise, ce qu'on appelle la valo post-money, c'est tout simplement 100 000 plus 50 000, donc 150 000 euros. Et pour connaître sa part, c'est facile. On divise ce qu'il a mis par la nouvelle valeur totale. 50 000 divisé par 150 000, ça fait un tiers, soit 33,3%. C'est aussi simple que ça. Et voilà le résultat. Visuellement, c'est très parlant. Le fondateur, dont l'apport est l'idée valorisée à 100 000 euros, conserve les 2 tiers de l'entreprise. L'investisseur, lui, avec ses 50 000 euros de cash, détient le tiers restant. En théorie, c'est un accord où tout le monde y trouve son compte pour faire décoller le projet. Mais alors, on peut se poser la question, et c'est légitime, si le fondateur n'a pas mis un seul euro, comment ça se fait qu'il garde la majorité? Sur quoi repose sa valeur, concrètement? Eh bien, la réponse, c'est la valeur non monétaire. C'est tout ce qui est apporté, mais qui n'est pas du cash. Et c'est énorme. On parle de quoi? De l'idée, bien sûr, mais aussi de la propriété intellectuelle, un brevet par exemple. Peut-être qu'il y a déjà un prototype qui tourne, ou alors l'équipe est déjà sur le pont. Sans oublier le réseau professionnel. Bref, c'est tout cet ensemble, ces fameux actifs immatériels, qui justifient la valorisation pré-money et donc la part du fondateur. Évidemment, l'investisseur veut s'assurer que le fondateur va rester aux commandes. Pour ça, il y a un mécanisme qui s'appelle le vesting. L'idée, c'est que le fondateur ne touche pas toutes ses parts d'un seul coup. Non, il va les gagner au fur et à mesure, par exemple sur une période de 4 ans. Ça garantit son engagement sur le long terme, c'est une sécurité pour tout le monde en fait. Maintenant, changeons de casquette. Mettons-nous un instant à la place de l'investisseur. La personne qui met 50 000 euros sur la table prend un vrai risque. Si ça ne marche pas, son argent est perdu. Il est donc tout à fait normal qu'il ou elle cherche à se protéger et à avoir un minimum de contrôle sur la direction que prend l'entreprise. Et là, il y a un point absolument crucial à comprendre. Toutes les actions ne sont pas créées égales. Le fondateur, en général, reçoit des actions ordinaires. Mais l'investisseur, lui, va négocier pour avoir des actions de préférence. Et comme leur nom l'indique, elles donnent des préférences. L'avantage principal, c'est la préférence de liquidation. En cas de vente de la boîte, l'investisseur récupère sa mise en premier avant tout le monde. C'est une grosse sécurité.
Et ce n'est pas tout. Pour protéger son investissement, l'investisseur va souvent demander d'autres choses. Par exemple, un siège au conseil d'administration, histoire d'être au cœur des décisions. Il peut aussi vouloir un droit de veto sur des sujets stratégiques. On ne vend pas la boîte sans son accord, par exemple. On trouve aussi des clauses anti-dilution, bref, tout un arsenal juridique pour sécuriser son apport. Allez, on passe à la dernière partie, et pas la moins importante, la vision à long terme. Parce que signer ce premier accord, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le début de la course. Et comme dans toute course, il y a des obstacles, des risques qu'il faut vraiment avoir en tête dès le départ. Là, il faut être très clair sur un point. Le pourcentage du fondateur, même s'il est confortable au début, ne va faire que baisser. Pourquoi ? Parce que l'entreprise va grandir. Et pour grandir, il faudra sûrement plus d'argent, et chaque nouvelle levée de fonds, chaque nouvel investisseur, eh bien c'est une nouvelle dilution. La part du gâteau du fondateur va se réduire à chaque tour. C'est le jeu, c'est le cycle de vie normal d'une start-up qui réussit. Donc, au-delà de ce calcul mathématique de la dilution, les deux plus grands dangers pour un fondateur, c'est quoi ? Premièrement, la perte de contrôle, le moment où il n'est plus majoritaire pour prendre les décisions importantes. Et deuxièmement, se retrouver piégé par des clauses très restrictives qui peuvent limiter sa liberté d'action future. Alors, en guise de conclusion, une petite checklist des choses à faire avant de signer quoi que ce soit. 1. On vérifie et on revérifie tous les calculs de valo. 2. On épluche la term sheet, le document qui résume l'accord, en traquant les clauses clés. 3. On négocie ce qui est négociable. 4. On essaye de se projeter, de simuler l'effet des prochains tours de financement. Et enfin, le conseil le plus important de tous, on ne fait jamais ça seul. On se fait accompagner par un avocat spécialisé. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Finalement, qu'est-ce qui est le plus important ? Le pourcentage de parts qu'on détient sur le papier ou le pouvoir réel de décision qu'on conserve ? Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux être le seul maître à bord d'une petite barque ou un officier influent sur un immense paquebot ? La réponse, elle n'est pas si simple.